C'est un cas clinique qui se déroule sur 6 mois. Ça commence au mois de juin 2014. Donc c'est un patient de 75 ans qui au départ nous est adressé pour un syndrome coronarien aigu, ST- troponine positive en territoire antérieur. Relativement peu de facteurs de risque. Il a déjà une cardiopathie ischémique connue, avec 2 stents qui avaient été implantés en 2010 sur l'IVA proximale et la première diagonale. Et l'autre élément important, c'est qu'il a une fibrillation auriculaire chronique qui est sous AVK. Il a aussi comme autre antécédent notable une maladie de Parkinson qui est maintenant évoluée. Et l'échographie faite aux urgences quand il arrive montre une large akinésie antéroseptale avec une fraction d'éjection à 25%. L'électrocardiogramme vous confirme les fibrillations auriculaires, bien sûr, et puis le fait que probablement il y a de la viabilité puisqu'il n'y a pas d'onde de Q en territoire antérieur. La coronarographie, je vous montre d'emblée les images de la revascularisation, ce qui a été fait initialement en 4F. Vous voyez une sténose subocclusive de l'IVA proximale, avec, vous devinez peut-être juste l'IVA, le stent sur l'IVA juste en dessous, et puis un stent en fait qui avait été mis dans la branche diagonale. C'était pas dans notre centre initialement. Donc il a été décidé en fait assez simplement de traiter l'IVA proximale, la lésion focale, avec un stent passif puisque le patient était sous AVK, que l'artère était d'assez bon calibre, avec un stent donc passif 3,5,13. Vous voyez l'implantation ici et puis le résultat final qui est correct. Et la procédure est arrêtée là. Alors le patient ressort sous la double association AVK-clopidogrel. Et puis on en entend parler 3 mois plus tard, puisqu'il revient réadressé par le même centre, avec de nouveau un syndrome coronarien aigu, mais par contre cette fois la fonction ventriculaire gauche a bien récupéré. Et on lui fait un contrôle coronarographique au mois de septembre donc. Et là, voilà. Alors donc on a affaire un volumineux anévrisme sur l'IVA proximale qui couvre en fait tout le stent qui a été implanté initialement. Vous voyez sur cette image arrêtée qu'on voit même possiblement une flamèche, enfin la porte d'entrée du faux anévrisme. Et donc, voilà, on se retrouve avec un gros anévrisme qui englobe le stent. Et donc, on s'est posé la question de ce qui pouvait avoir provoqué cet anévrisme. Donc, on a voulu éliminer la première hypothèse, qui était un anévrisme infectieux, en fait, hein, sur des mains mal lavées. Et bon, par contre, il y avait des éléments cliniques avec l'absence de syndrome inflammatoire, et puis on a fait un PET scan qui était négatif, avec un anévrisme qui ne fixait pas du tout hein, au fluorodextroglucose. Alors après, on s'est bien évidemment posé la question de savoir si c'était une complication du geste initial. Et donc, on a essayé d'essayer de comprendre avec des imageries. Donc, on a commencé par un coroscanner et puis ensuite une OCT. Alors, le coroscanner que vous voyez là donc, confirme cet anévrisme qui englobe tout le stent qui a été implanté. Vous voyez le stent initial de 2010. Il y a un léger chevauchement et puis ce gros anévrisme là qui englobe tout le stent. Vous voyez sa taille sur les coupes coaxiales. Et alors en OCT, pour aller vite, je vous mets juste les images fixes, mais si vous voulez plus tard, je vous montrerai le balayage. Donc on a la partie distale du stent qui est déjà endothélialisée avec un endothélium de stent passif. Et puis là, vous avez le grand trou noir qui apparaît, avec donc ces mailles qui flottent complètement dans le vide intersidéral. Un début de rosténose de l'autre côté, mais alors par contre, on ne voit pas du tout ni de flap, ni de lumière. En fait, on ne voit rien du tout. Il y a un gros trou noir. Et donc, bon, on a re-regardé la procédure initiale. Je ne vous avais pas montré les images forcément les plus démonstratives. Et donc vous voyez en fait que probablement il y a eu une bascule de plaque proximale avec possiblement une dissection
sur la partie proximale du stent. Donc, on prend l'hypothèse d'une dissection rétrograde avec formation d'un anévrisme et voilà, je vous pose la question. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là? Est-ce qu'il y en a qui pensent à une chirurgie de pontage? La taille du collet, en fait, si on regarde l'OCT, en fait, il n'y en a pas. Le stent, il est dans un anévrisme complètement soufflé, avec des mailles qui sont complètement dans le vide, en fait. Et si tu regardes je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Et par rapport à l'ostium, tu es vraiment... Ouais, alors très vous voyez, voilà, il y a un énorme anévrisme là, et en fait... Mais c'est ça, la bifurcation qui est assez important. Voilà, alors la bifurcation, elle est en amont quand même, hein, on a un petit peu la place. C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est exactement comme le cas de tout à l'heure. Il vaut mieux l'IVUS. Il faut l'IVUS. Et oui. L'OCT, ça vraiment, là, ça ne nous apporte. Tout à fait. Ouais. Ça nous perturbe plutôt qu'autre chose. Il faut voir ce que c'est, parce que tu ne sais pas si c'est un anévrisme, un faux anévrisme, exactement. Puisque tu ne vois absolument pas la nature de la paroi de ça. Donc vraiment, là, il faut insister. Si c'est trop gros, l'OCT, ça ne marche pas. Donc on l'a quand même montré au chirurgien, qui nous a dit merci, au revoir. Donc il ne veut pas le faire parce qu'il ne peut pas ligaturer l'anévrisme. Et puis de toute façon, il a un Parkinson. Il va sortir de réa avec une intubation prolongée, l'état général. Et puis, on n'avait pas très bien vu là, mais l'IVA distale n'est pas très belle non plus. Voilà. Et bien, en fait, il avait une lésion sur l'IVA3 aussi, qui initialement avait été respectée et qui, on va le voir là sur l'image, en fait, c'était aggravé. Donc, c'est possible. Bon, moi, je pense que c'est quand même l'anévrisme qui a probablement embolisé un petit peu quelque chose, mais c'est possible aussi qu'on soit tombé fortuitement sur un syndrome coronarien aigu lié à la sténose sur l'IVA3. Alors, est-ce qu'il y en a qui continueraient juste l'anti-agrégation en se disant que bon, il n'a pas fait de nécrose et que tout va bien? Bon, je pense pas. Alors, ce que je voulais savoir, c'est, vous savez ce qu'on va mettre dedans, mais avant, est-ce qu'il y en a qui auraient essayé de mettre un stent classique et un stent actif ou voilà. Rajouter une couche. Je n'ai pas pu passer le stent. Graph Master. Ouais. J'ai mis un stent nu et on a vérifié à l'OCT, on a vérifié à l'IVUS avant, après et à 6 mois. Et à 6 mois, on a profité des capacités du stent nu de fermer et il y a eu une prolifération qui s'est faite. Sur les mailles. Volontairement d'ailleurs, qu'on a fait volontairement. Et effectivement, ça a fermé complètement l'anévrisme. Donc c'est une possibilité qui n'est pas une possibilité complètement folle. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre un stent nu. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai eu un cas exactement identique sur une dissection du postpartum stenté qui s'est compliqué exactement de ce que tu montres. Et en fin de compte, nous, il a été récusé par le chirurgien et on a mis des coils. Et tu peux mettre des coils à partir du moment où tu as un stent qui te ferme en partie ton collet et ça empêche, ça diminue, voire ça enlève le risque d'embolisation de ton collet en dehors. Alors les coils, en pratique, comment tu fais pour les mettre dans l'anévrisme en fait? Tu mets ton microcate dans à travers les mailles du stent et... dans ton anévrisme et tu lances tes coils. Ouais. Alors, ce que tu peux faire, tu peux remettre un stent et mais là, on a une très bonne solution et d'ailleurs, on va finir là-dessus, non? Vas-y. Alors, donc exactement, grâce à Biotronic, donc nous avons eu une petite solution, bien évidemment, et donc voilà. Donc je vous montre rapidement l'implantation. Donc on a fait, effectivement, on a pris large pour bien circonscrire tout l'anévrisme. Et la seule précaution à prendre avec ce stent, c'est qu'il ne faut pas le surdilater pour ne pas craquer la robe qui est autour. Hein. Alors donc on a fait de l'OCT en aval, ça c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est implanté. Donc vous voyez bien
Alors le reflet d'émail, Charlotte, pas le stent lui-même, et donc la membrane juste derrière. Alors, donc après, se poser la question de savoir comment on traitait le patient. Donc on a choisi AVK, clopie, aspirine pendant 3 mois. Sachant que, étant donné que c'est un nouveau matériel et qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner, on a prévu un contrôle choro systématique à 3 mois. Et voici le contrôle à 3 mois. Donc, vous avez une rosténose proximale sur le stent, et puis ensuite un bon résultat. Et la sténose sur l'IVA-tron qui avait été traitée auparavant. Et donc on a refait de l'OCT. Et alors, on s'en doute, mais donc sur ces stents couverts, en fait, la prolifération endothéliale, bien évidemment, se fait que par les bords. Hein. Et donc, on a le stent distal qui commence à se réendothélialiser. Par contre, toute la partie moyenne du stent est comme neuve. Et la partie proximale, par contre, a une hyperplasie intimale. Et donc, on a fait une surface et on tombe à 56%. Et donc là, je voulais vous demander, au vu des images angiographiques, est-ce que... Un ballon actif. Bon. Alors d'abord, est-ce que vous vous contentez de l'OCT ou est-ce que vous faites autre chose? Alors nous, on a fait quand même une FFR. Mais bon, la FFR vous confirme effectivement que la rosténose est significative. Et donc là, je vous redemande ce que vous faites. Donc, évidemment, ballon actif. Sauf que c'était pas moi au KT, donc je peux balancer et qu'il a été mis un stent actif sur l'IVA proximal. Alors, la raison, je vais avoir du mal à me justifier là, mais c'est que le patient, ça faisait déjà 3 fois qu'il revenait. C'était l'IVA proximal. Et après, je ne vous dis pas que ça va tout résoudre sur le plan de la gestion des antiagrégants plaquettaires. Sachant que de toute façon, étant donné que le stent, c'est un stent couvert et que l'endothélisation va être longue, on était parti de toute façon pour une double anti-agrégation relativement longue. Donc on a estimé que ce n'était pas discriminant sur le choix entre un ballon et un stent. Voilà, donc là il est sorti sous triple association pendant 1 mois et ensuite Plavix AVK au long cours pendant 1 an. J'ai juste fait un tout petit peu de biblio pour en conclure, que vous dire qu'il y a eu des centres qui se sont amusés à contrôler systématiquement leurs angioplasties et qui retrouvent des anévrismes dans 1 à 5% des cas. En général, c'est plutôt aux environs de 1%. C'est surtout les complications procédurales, bien entendu. Ça a été décrit à cause du polymère sur les premiers DES. Et ça a été décrit également les anévrismes mycostiques plus ou moins favorisés par l'activité immunosuppressive du polymère, de la drogue des stents actifs. Et puis les facteurs prédictifs de survenue d'anévrisme, ce sont les syndromes coronariens aigus, les longues lésions, les CTO, et puis les overlaps de DES avec le surdosage en drogue immunosuppressive. Donc, il faut savoir que ces patients-là ont un pronostic défavorable et qu'ils nécessitent souvent des traitements agressifs, donc double antiagrégation au long cours, stent couvert ou alors chirurgie. Voilà. Et important surtout de l'IVUS, comme dit Martine, ou de l'OCT pour suivre ces patients. Merci. Merci beaucoup, Laurent.